reproductibilité, pardon, un peu compliqué à dire, où du coup, en fait, vu qu'on ne sait, on sait pas trop sur quoi se base l'IA, une toute petite variation dans les données de base peut engendrer une réponse totalement différente. On a eu pas mal d'exemples au quotidien où, par exemple, sur des systèmes de reconnaissance faciale, le fait de mettre des lunettes un peu bizarres peut nous permettre de se faire passer pour des personnalités connues, etc. C'était par Oui, rapport à ça. oui, bah ça c'est intrinsèque à l'utilisation qu'on fait en ce moment du deep learning, hein. C'est en fait, vous, enfin, la compréhension qu'il faut avoir, c'est que si je prends la détection dans l'image, par exemple, ce que vous dites, c'est qu'en fait, on prend tout ce qu'il y a dans l'image, d'accord? Et il suffit qu'il y ait un fait marquant. Alors, je ne vais pas prendre votre histoire de lunettes, je vais prendre les loups. Par exemple, pour détecter des loups, on s'est rendu compte qu'il suffisait qu'il y ait de la neige pour qu'on détecte des loups. C'est-à-dire qu'en fait, le background dans l'image va être aussi porteur de décision que quand il y a la présence du loup. Donc, lorsqu'on apprend à partir d'images, on apprend tout ce qui est dans l'image. Donc, imaginons qu'il y ait des lunettes particulières d'un personnage célèbre auquel je peux penser au couturier ou au chanteur de rock ou je ne sais quoi. Peut-être que elles sont tellement fétichistes, enfin, elles sont tellement liées à l'image de la personne qu'elles vont ressurgir en éliminant tout le reste. Donc, ça, ce sont des biais parce que la machine n'a aucune interprétation de sens commun. Elle prend toutes les informations au même niveau, que ce soit des informations qui, pour nous, sont porteurs d'un sens très fort ou pas. Et donc, il suffit que pour elle, en fait, ce qui a un sens très fort, c'est la répétition du nombre de fois où elle a vu ces informations avec la même étiquette linguistique. Donc, effectivement, ça fait des biais. Et ceci, il faut le comprendre fondamentalement. C'est-à-dire qu'on ne va pas lutter contre ça, il faut le maîtriser par des benchmarks. Donc, vous avez une certaine idée de comment ça fonctionne et vous essayez de piéger le système pour voir si effectivement il répond correctement. Et puis l'autre façon de faire, et ça concerne le deuxième, je crois, qui arrivait, c'est qu'effectivement, il y a une partie d'aléatoire dans mon codage. Et donc, si j'ai plusieurs systèmes qui répondent avec différents aléatoires au départ, par exemple, moi j'avais fait ça dans ma thèse, plusieurs réseaux de neurones en parallèle qui sont initialisés aléatoirement au départ, eh bien j'obtiens des choses qui sont différentes. Et en vote majoritaire, j'obtiens quelque chose qui est plus fiable. Est-ce que Donc, dans les problèmes, pour résumer, des une petites instabilité? variations peuvent totalement changer la décision, les biais sont nombreux et en plus, on a de l'aléatoire dans les systèmes. C'est ça. Ensuite, montrer à l'utilisateur l'ensemble des choix et non pas seulement le résultat définitif. Oui, alors, mais par contre, l'utilisateur, il faut qu'il soit entraîné pour ça. Parce qu'il y a différents types d'utilisateurs et je crois que là, il est de notre ressort. Et c'est ce que je disais dans le GPAI, en fait, par exemple, le futur du travail, si on travaille avec des machines ou un médecin travaillant avec des systèmes d'IA pour aller lire des radios, il faut apprendre cette interaction et le type de résultat que propose la machine. Ça suppose un apprentissage de fin de l'interaction humain-machine. Enfin, apprendre comment la machine se comporte dans certains cas et apprendre à réagir avec les décisions de la machine. La machine est tout sauf un humain et en ce moment, on fait comme si il n'y avait pas besoin d'apprentissage de l'utilisation des résultats, enfin de compréhension des résultats de la machine. Alors, ça, c'est au niveau d'expert, hein, l'expert qui se sert d'un système d'IA. Maintenant, si l'utilisateur, c'est quelqu'un qui n'est pas expert et c'est sur un autre niveau, eh bien là, il va falloir faire très attention parce que ce qu'on entend partout, c'est que l'imprécision est terriblement mal perçue par les gens qui ne sont pas du tout dans le domaine scientifique. Et du coup, on a tendance à vouloir une réponse 1 ou 0. Et là, on est sur la prédiction avec des probabilités. Et il va falloir évidemment former à cela. Laurent, je propose aussi que les auteurs des post-it puissent apporter aussi des compléments. Peut-être la personne qui avait posté cette idée souhaite aussi s'exprimer. Mais du coup, c'est encore moi. Promis, c'est mon dernier post-it. Du coup, oui, c'était tout à fait ce qu'a dit Laurent. C'était vraiment cette idée en fait, de pouvoir former l'utilisateur à analyser les résultats et à pas prendre ça comme quelque chose de vrai tout le temps. Et voilà, donc qu'il puisse avoir un regard critique sur ce que lui fournit l'IA.
Mais vous êtes d'accord que ça dépend de l'utilisateur. Si je suis un Oui, bien utilisateur sûr. qui travaille avec la machine, je vais apprendre ça et il va falloir qu'on forme les gens spécifiquement. Si c'est la personne qui l'utilise, j'utilise sa voiture, là aussi, peut-être qu'il y a un permis à avoir, parce que dans la voiture autonome, on ne l'a pas encore. Moi, j'ai déjà une voiture qui réagit toute seule dans certaines circonstances. Ce n'est pas toujours évident au début. Il n'y a pas d'apprentissage pour ça. Non, non, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Donc, clairement, ça dépendra vraiment du cas d'utilisation et de la possibilité qu'on a, en tout cas, de faire quelque chose des résultats ou pas. Mais globalement, je suis d'accord avec vous, il faut former. Est-ce que Faut-il... maintenant, c'est Katia? Oui, Oui, c'était juste pour peut-être, puisqu'il y a des post-it sur les problématiques et on a quand même mentionné pas mal de solutions également hein, dans les deux, mais on ne les a pas notées. Ce serait peut-être bien, puisqu'on donne déjà des solutions pendant bon, qu'on on les évoque reprendra en par la parallèle. suite, je En pense. parallèle, je pense qu'on a bien avancé aussi sur une deuxième partie. Et pour ne pas perdre ce qu'on s'était dit sur les solutions, je ne sais pas comment tu proposes de faire ça, parce qu'on est beaucoup aussi sur les solutions. Je pense que ça reviendra assez facilement en fait quand on se reposera les questions, puisqu'on en aura discuté, donc ça sera assez frais. Et au contraire, peut-être que ces solutions-là pourraient être un petit peu plus pratico-pratiques que le stade où on se trouve aujourd'hui, qui est un stade de discussion un peu générique. Là, plus un questionnement d'ailleurs qu'une problématique, faut-il un label ou un dispositif pour s'assurer que la conception est de qualité? Donc, je la laisse en instance, hein, c'est pas vraiment Ah non, mais je tellement un pense problème, que plutôt c'est important. un Ouais. questionnement. C'est important et comme je l'ai dit dans l'introduction, en donnant 7 points importants dans le design d'un système d'IA, je pense qu'il faut des dispositifs qui permettent de monter des protocoles d'information autour de la conception et qui soient peut-être normatifs, effectivement, en tout cas, qu'ils soient des labels qui vont permettre aux industriels de développer en étant plus conscients des risques. Donc, il faut des protocoles et des métriques. Enfin, là, on est quand même plus sur des solutions plutôt sur les problèmes. Oui, c'est ce que je disais. C'était un questionnement plus qu'une problématique. En revanche, donc un des problèmes qui, je pense, va bien avec la première idée qui a été déposée, de savoir sur quoi se base une IA pour prendre sa décision, c'est la maîtrise de la donnée. En fait, comment on peut garder une traçabilité de cette data qui est utilisée par le système. Donc, est-ce que l'auteur du post-it souhaite éventuellement apporter quelques compléments, même des retours d'expérience assez illustratifs? Oui, bonjour, ici Cynthia Cola. Du coup, oui, tout simplement, moi, ce que j'ai pu comprendre dans mon travail, lorsque j'interrogeais un petit peu les entreprises sur où a été piochée la donnée, c'était un petit peu la frayeur qui me disait on a été retrouver ça sur des réseaux publics, on a récolté ça sur des forums, donc où la donnée, entre guillemets, elle n'a pas vraiment de certification, mais plus une valeur, on va dire, indicative. Et donc, du coup, derrière, ça m'a posé interrogation lorsque c'était bouclé à des données typiquement de santé ou autres. L'enjeu derrière, l'éthique, même si c'est un volet sur lequel on a déjà travaillé auparavant. Et donc, du coup, plutôt la sensibilisation il faut savoir maîtriser la donnée. Ça ne sert à rien d'avoir 36 000 jeux de données si ces données ne sont pas bonnes et surtout savoir bien les travailler pour qu'elles deviennent fiables au final. C'était un peu ça l'idée. Vous avez tout à fait raison. La data initiale, là, c'était le deuxième point que j'avais soulevé. Il faut pouvoir, à mon avis, la maîtriser et puis l'identifier. C'est-à-dire donner les sources des données. Et les sources, c'est un peu la carte d'identité, si vous voulez, d'où viennent les données. Je pense que tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura pas de confiance autour des données qu'on peut utiliser. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment préciser pourquoi ce résultat et avec quelles données, du coup, on a pu arriver à ce résultat. Voilà. Et ce qui va avec ce que vous venez de dire, il faut rajouter aussi quelque chose que vous venez de mentionner, c'est la manipulation qu'on fait sur les données. Donc, non seulement il faut s'assurer des sources, avoir les sources, il faut les écrire quelque part. Je pense que ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est des endroits où, lorsqu'on utilise des données, on les certifie, mais disons qu'on met une carte d'identité autour de ces données et on décrit les manipulations qu'on fait sur les données. Exactement.
Alors là encore, pas forcément en fait une problématique, mais déjà en fait des débuts de solutions qu'on essaiera de creuser par la suite et qui, je pense, pourraient bien s'accorder avec la question du protocole. Donc définir des règles pour avoir des garde-fous, des seuils, des limites à ne pas dépasser. Donc ça va bien avec, je pense, ce que vous évoquiez, Laurence, les protocoles et les métriques. Comment faire la part des choses entre recommandation de l'IA et libre arbitre de l'utilisateur dans des domaines où l'utilisateur a très peu d'autonomie ou de connaissance du domaine? Alors, qui éventuellement a proposé cette problématique et souhaite s'exprimer là-dessus? Désolée, il y a une petite faute à la fin, j'ai répété domaine. Je travaille pour des applications, notamment dans le domaine de la santé. Et c'est toujours une grande question de savoir si l'utilisateur a sa pleine autonomie, sachant que c'est un domaine qui est quand même très accaparé par la médecine et les professionnels qui se gardent bien tous les secrets enfin, voilà, médicaux. Donc c'est une grande question si demain l'IA devait investir plus amplement ce domaine-là. Mais l'IA va pas pouvoir répondre comme un médecin. Il faut juste que tout le monde en prenne conscience. Qu'après, il y a une espèce de monopole des médecins qui ont du mal à partager, c'est peut-être quelque chose de vrai, mais en tout cas, que l'IA demain devienne aussi en capacité de répondre à des problèmes de médecine que les médecins, c'est faux. C'est vrai juste sur des tâches très, très précises, comme dans les radios, détecter des zones où il y aurait des cancers ou des choses comme ça, qui ont été construites par des personnes qui étaient avec des experts médecins, qui ont mis les données en question, qui ont vérifié les données, qui ont vérifié les labels pour que le système prédise des choses potentiellement vraies. D'accord ? Mais sinon, moi, j'ai très peur de tous ces systèmes dits médicaux qui arrivent, qui sont faits par les GAFA ou par des ingénieurs dans les GAFA qui n'ont aucune, qui sont aucunement des médecins. Hein. Il n'y a pas de contrôle médical du tout sur ce qui est fait. Donc là, je pense qu'il y a il y a une difficulté qui est qu'il va falloir assurer les gens qu'on a besoin d'un certain niveau de vérification par des experts pour pouvoir utiliser des IA. Donc, je propose en fait de noter cette problématique. Donc, les systèmes d'IA doivent être conçus par de vrais experts. Conçus ou vérifiés par des experts. Et si ça arrive comme ça sur Internet avec des capacités soi-disant médicales sans vérification, c'est problématique. Alors, a priori, ça ne devrait pas être le cas parce qu'il y a de la certification. Mais il faut se méfier en ce moment, c'est un peu la jungle. Et après, s'il y a cette certification, c'est pas forcément mal finalement qu'il y ait ce manque d'autonomie, puisque c'est certifié par. Il faut voir par qui. Enfin, le FDA aux États-Unis certifie justement des systèmes qui ont des objectifs de santé. Hein. Donc, si c'est certifié, dans ce cas-là, on peut peut-être les utiliser. Mais ça va avec, si vous voulez, une explication de ce qu'est le système comme un médicament. C'est-à-dire avec comment on l'utilise, quels sont les effets secondaires, etc. Magali, Jean-Claude de Syntec, oui. Tu peux peut-être juste rajouter sur le poste que tu viens de faire sur les systèmes d'IA qui doivent être conçus et vérifiés par des experts, juste parce que là, il est très générique, il s'appliquerait quasiment à beaucoup de qualités de l'éthique, juste de rajouter pour garantir la fiabilité des résultats. Comme ça, on le recontextualise à l'atelier d'aujourd'hui. Voilà, c'est chose faite. Expliquer le processus cognitif débiaisé de la préparation de la recommandation d'aide à la décision. Donc ça, c'est un utilisateur qui a parlé. Est-ce que la personne souhaite s'exprimer?
On se situe un petit peu, j'imagine, mais si vous n'êtes pas d'accord, on peut le changer de place. Je pense que ça va bien, en fait, avec les autres idées qui ont été expliquées ou exprimées juste avant, sur l'apprentissage de l'utilisateur à se servir des machines pour maîtriser les choix et les aides à la décision, de faire la part des choses aussi entre les recommandations de l'IA et le libre arbitre, sauf si vous le rangeriez là également. En fait, ouais. Ouais, ouais. En fait, elle est compliquée, votre proposition, en même temps intéressante, évidemment, puisque moi, je suis d'accord avec vous qu'on peut mieux expliquer aux humains leurs biais, mais c'est pas parce que la machine aura, elle, pas de biais, hein. Elle en a d'autres. Le raisonnement de la machine, il est à partir de la co-occurrence de plein d'indices, peut-être que nous ne percevons pas, pour décider quelque chose. Je reprends l'idée dans les radios de trouver des zones de cancer. Peut-être qu'on ne voit pas les indices parce qu'ils ne sont pas perceptibles par l'œil humain. Et la machine peut voir des co-occurrences de facteurs que nous ne voyons pas. C'est du très bas niveau. Et nous, par contre, nous avons des biais. C'est-à-dire qu'on pense que cette dame qui a passé cette radio à tel âge et qu'elle ne devrait pas rien avoir, ou que c'est bénin, je ne sais pas quoi, on a des biais d'interprétation. Mais ce n'est pas parce que la machine va proposer des choses qu'il faut qu'on abandonne nos biais d'interprétation. Donc, il faut prendre conscience qu'on a certains biais, mais peser toujours le pour et le contre. Et donc, c'est dans la décision commune et il faut surtout que l'humain ne délaisse pas cette partie qu'il a d'adaptation fine et d'intuition fine que n'aura jamais la machine. Ça ne sera jamais la même intuition. Oui, c'est ça, c'est de l'ordre de l'intuition. Ouais. Mais donc, en fait, ces deux facteurs-là sont importants. Il ne faut pas que la machine nous standardise dans une façon de raisonner où il n'y ait plus d'intuition. Parce que c'est utile. Ouais. Voilà, et il faut bien faire comprendre à toute personne que la machine n'ayant pas d'intuition, elle a une intelligence différente. Et que notre intuition nous est bénéfique depuis tout le temps, c'est comme ça qu'on a survécu. Non, mais il y a un moment donné, il faut arrêter avec l'image de la machine qui va nous rendre plus rationnels, quoi. Voilà. J'aime bien, et la avec un peu survie. d'humour, Une dernière idée, d'ailleurs, si il nous reste encore un peu de temps pour discuter et éventuellement compléter. Donc, si vous avez d'autres idées qui viennent au fil de la discussion, n'hésitez pas à les exprimer. Donc, une dernière idée qui a été donc postée était que les performances de l'IA sont rarement démontrables. Alors, est-ce que c'est un fait lié à l'IA elle-même ou est-ce que c'est simplement parce qu'on manque de maturité sur la conception des systèmes? Non, 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 en fait, ça dépend des systèmes qu'on utilise. Alors, il ne faut pas dire l'IA en général, hein, il faut dire principalement certains systèmes comme les réseaux de neurones, on ne peut pas démontrer pourquoi ça marche. Parfois, de certains systèmes hautement performants, comme les réseaux de neurones, deep learning, etc., ne sont pas des systèmes pour lesquels on peut démontrer mathématiquement qu'ils vont vers une solution qui est une bonne solution.